Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'économie romaine, vous allez voir, c'est un sujet assez passionnant. Et aussi il faut savoir que les sources sont pas très fiables des fois, vous savez c'est une période qui date d'il y a assez longtemps. Donc on a très peu de connaissances sur ce sujet, mais par contre je peux vous donner les grandes lignes. Alors comme vous le savez, l'Empire romain est l'une des plus grandes puissances de l'Antiquité et on va voir comment elle arrivait à gérer son économie. Alors la première chose à savoir sur l'économie romaine, c'est que ce n'est pas du tout une économie de marché comme on a actuellement. Non, c'est pas comme ça. C'est surtout une économie qui se repose sur la satisfaction des besoins, c'est répondre aux besoins immédiats. Alors évidemment, la première chose qui nous vient en tête, c'est la nourriture. Évidemment, fallait forcément répondre aux besoins de la population, autrement le peuple n'est pas très content quand il meurt de faim. Alors comme je l'ai dit précédemment, c'est pas du tout une économie de marché, mais il y avait quand même une petite partie qui allait dans les marchés libres pour être vendue, mais c'est un très faible pourcentage. Le reste, c'était pour répondre aux besoins locaux de la population. Pour le blé, ça se nomme l'annone. L'annone, pour faire simple, c'est la gestion du ravitaillement du blé en Rome, et de tous ses moyens logistiques. Donc ça, c'est assez important à savoir, l'annone. C'était principalement le gouvernement et les hauts fonctionnaires qui s'occupaient de gérer le ravitaillement en blé de Rome. Par exemple, voici le chargement en blé à Ostie. Alors Ostie, pour ceux qui ne savent pas, c'est le port juste à côté de Rome, son port principal. Voilà, petit chargement de blé. Et donc, tout le blé était stocké dans des orums. L'orum, c'est en gros des sortes d'entrepôts pour stocker le grain. Ça, c'est un orum en Allemagne, je crois, qui a été retapé et qui est ici, en gros, voilà, pour stocker du blé. Alors oui, je l'avais dit précédemment que l'économie romaine n'était pas du tout une économie de marché, ou alors très peu. Par contre, quand il y avait des crises économiques, des guerres, des familles, tout ça, l'État intervenait quand même dans l'économie pour sauver tout ça. Hop. Donc on peut dire que c'est une économie interventionniste. Comme vous voyez, ce personnage, c'est John Maynard Keynes, c'est lui qui a théorisé l'interventionnisme, l'intervention de l'État pendant les crises. Vous voyez, c'est à mi-chemin entre le capitalisme et le communisme, voilà, mais bon, même si c'était pas du tout ça à l'époque, c'est pour vous donner une image. Le John Maynard des familles. Alors à votre avis, quelle est la plus importante province de Rome? Évidemment, vous allez me dire l'Italie, oui c'est logique, mais en deuxième, très très important également, c'est l'Égypte. Alors moi non plus, je savais pas, je suis totalement étonné, mais c'est vrai. L'Égypte est une province clé de l'Empire romain. C'est elle qui fournit tout le blé, et en plus c'est là où il y a une énorme partie de la population qui y vit. Parce que oui, depuis la civilisation du Nil avec les Égyptiens, c'est un important foyer de population. Donc Égypte, province clé, c'est pas juste du désert avec 3 à 4 pecnos sur des pyramides, non. Avec comme ville par exemple Alexandrie qui est un important port romain, donc à noter, c'est très important. Vous voyez, c'est assez colossal. On voit très clairement le port ici, avec les petits bateaux. Voilà, donc énorme ville. Hein. Très belle reconstitution aussi. Donc voilà à quoi pouvait ressembler une grosse ville d'Égypte. Totalement romanisée évidemment. Les Égyptiens, à l'époque c'est finito, hein, ça n'existe plus. D'ailleurs, la majorité du commerce se basait sur une économie locale et du commerce local. C'était pas vraiment des très très gros échanges de très loin. C'était pas vraiment une économie spécialisée. Hein. Ça répondait aux besoins et c'était surtout l'artisanat local et les producteurs locaux qui faisaient fonctionner l'économie. Comme par exemple ce CAP carreleur qui faisait du carrelage de la mosaïque. Voilà. Sauf qu'évidemment, il y a des exceptions comme l'Égypte qui transfère énormément de blé à Rome pour subvenir aux besoins des habitants de Rome. Avant-dernière partie, on va aborder des sujets assez rigolos, vous allez voir, on va deviner le pouvoir d'achat des gens, c'est assez cocasse, vous allez voir. Par exemple, le berger moyen gagnait 5 as par jour. En titre de comparaison, pour acheter une livre de bœuf, c'est 2 as. Donc voilà, le salaire d'un berger moyen. Ensuite, on avait le paysan de base, le pécor, lui il gagnait un tout petit peu plus. Lui il était à 6 ou 7 as par jour, donc c'est un petit peu mieux mais c'est pas ouf, c'est pas folichon quoi. Un prof d'arithmétique gagnait entre 12 et 20 as par jour. D'ailleurs, regardez, petite classe, seulement 12 élèves dans les classes. Hein. Évidemment, c'était pas réservé à tout le monde la classe, c'était pas comme nous. Bon, prof, voilà. D'ailleurs, un bœuf entier, ça valait cher, un bœuf entier tout vivant, c'était très très cher. C'était 3200. Mais après, tu pouvais l'utiliser pour tirer la charrue ou le bouffer, au choix. Donc c'était pour ça que c'était très cher. Alors dans l'armée, il y avait énormément d'inégalités salariales. Par exemple, pour le légionnaire de base, c'était 10 as par jour. Pour un garde prétorien, un garde de l'empereur, c'était environ 30 as. Et pour le centurion, c'est là où c'est énorme, 165 as par jour. Tu gagnes quasiment 10 fois plus qu'un légionnaire de base. Et bon, après, c'est à la méritocratie, hein, voilà. Alors là, on rentre dans les inégalités sociales absolues, là où ça devient complètement délirant, les salaires. Un haut fonctionnaire gagne 645 as par jour.
Ouais, c'est énorme. Comparé au berger, on rappelle qu'il y a 5. Hein. Et le sénateur, vous savez combien il gagne? C'était encore plus abusé. Il gagnait 5480 as par jour. Ouais, c'est énorme. À titre de comparaison, si vous voulez vous acheter une esclave sexuelle, n'est-ce pas? Bah là, ça fallait débourser le gros chèque. C'était environ 90 000 as. Donc voilà. Si t'es un berger, tu peux oublier carrément ta Zaya. Ah, par contre, tu peux t'acheter une pros lambda, ça c'est juste 6 as. Mais bon, claquer son salaire quotidien pour une fille, je sais pas si ça vaut le coup. Surtout qu'après, tu peux plus rien bouffer, quoi. Alors, saviez-vous d'où vient tout le budget de l'Empire? Eh bien, la réponse est très simple, c'est un peu comme chez nous. 77,3% viennent des taxes et des impôts. 9% c'est tout ce qui est issu des régions de Gaule, ici. Et les 9 autres pourcents, comme on l'a déjà dit, ça vient de l'Égypte, qui est une province très très riche. Voilà. Voilà d'où vient tout l'argent de l'Empire. Principalement des taxes et des impôts, en gros. Alors, saviez-vous où part tout l'argent? Eh bien, en fait, 54% du budget de l'Empire part dans la Légion. Tout partait dans les salaires, dans la logistique, dans la gestion de la Légion romaine. Après, il faut savoir que les légionnaires de l'époque, c'était pas que des soldats. Ils faisaient aussi beaucoup de trucs, ils pouvaient rénover des ponts, construire des bâtiments, aider à refaire les routes, enfin, c'était pas juste faire la guerre. Ça servait vraiment à tout, à maintenir la paix, faire la guerre, occuper un endroit, ça servait vraiment à tout, donc c'est pour ça que tout le budget part là-bas. Sans les légions, y a plus rien, y a plus d'armée, pour défendre un territoire aussi grand, c'est assez chaud, quoi. Enfin, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre dans les commentaires, sachant que je suis juste un expert en expertise, je sais pas tout sur l'Empire romain. Voilà. Bien, merci d'être resté, c'était le général, et moi je vous dis bye bye.